Bonjour à tous, bienvenue à cette belle conférence dans le cadre bien entendu de la Cité des débats qui est organisée par la ville de Saint-Raphaël. Alors le thème peut vous paraître un petit peu technique, mais il s'inscrit très logiquement dans tout ce qui vient d'être dit depuis hier sur ce thème de ces journées qui ont commencé, c'est-à-dire comment peut-on concevoir un nouvel Occident? Est-il en perte de vitesse avec tous les bouleversements que nous vivons actuellement? Alors là, nous allons mettre un prisme qui est très économique justement sur les bouleversements qui sont en cours. Et le thème de cette table ronde s'appelle donc géopolitique de l'économie. Vivons-nous un basculement? Alors vous avez des spécialistes, mais ils sont tous spécialistes, si j'ose dire, dans leur couloir. Alors vous avez Taïma Saman, qui est avocate associée fondatrice du cabinet Saman, spécialiste du numérique et de la réglementation. Vous avez Christophe Rameau, à ma gauche, qui est économiste, maître de conférences à l'Université Paris 1, Centre d'économie de la Sorbonne. Et puis vous êtes l'auteur, vous allez appuyer votre réflexion notamment sur l'ouvrage que vous avez écrit, auteur de Pour une économie républicaine. C'est publié chez Albin Michel. À mes côtés, également à gauche, Cambis Zer, qui est membre du conseil scientifique de l'Institut Spirales, c'est un think tank. Spirale, on dit? Ah, bon, excusez-moi. Et vous êtes docteur en relations internationales. Voilà, comme ça, tout un chacun dans le public pourra prendre connaissance de ce qu'est l'Institut Spirale. Et puis Benoît Chervalier, essayiste, entrepreneur, professeur à l'ESSEC et vice-président Afrique du MEDEF. Vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle « Ce qu'attend l'Afrique » aux éditions de l'Aube. Alors quand je dis que vous êtes chacun dans votre couloir, c'est qu'avec Taïma Saman, on va camper un petit peu ce qui est de l'ordre du basculement, mais ce qui résulte de l'économie, mais en termes d'actualité. On va d'abord commencer par camper le décor. Et puis avec vous, Christophe Rameau, on sera plutôt sur ce qui résulte de la politique et du rôle de l'État dans notre pays, en prenant en compte, bien entendu, tous les aspects géopolitiques qui peuvent nous amener à penser la façon de vivre le basculement, parce qu'en fait, vous êtes tous d'accord, il y a forcément un basculement qui est en cours de route. Là-dessus, tout le monde l'accorde. Benoît Chervalier, vous êtes un spécialiste de l'Afrique, donc on va aller plus loin avec vous sur ce thème-là. Et puis vous, Cambis Zer, vous êtes donc docteur en relations internationales. Donc Cambis Zer, j'aimerais qu'on commence avec vous, mais juste un petit mot sur comment on définit la géopolitique de l'économie. Qu'est-ce que c'est? Après, je passerai la parole à Taïma Saman, mais d'abord pour que tout un chacun comprenne ce que ça veut dire géopolitique de l'économie. Pour certains, c'est du chinois. Par exemple, pour moi, avant d'étudier cette table ronde, ça n'avait rien d'évident. Bonjour, vous m'entendez? Oui, allez-y. Combien de temps? Mais très rapidement, géopolitique. À l'époque de la Grèce antique, comme administrer les biens, et administrer les biens, les personnes et les terres, et simplement c'était considéré comme l'art de gérer le foyer. Aujourd'hui, l'économie, c'est une science, c'est une science assez formidable et étroitement aussi liée aux politiques. Est-ce qu'on peut l'appeler comme l'art de gérer un pays? Et assez souvent, quand on parle de l'économie, il y a deux notions qui se séparent. Et une, c'est concernant la rationalité économique, et deuxième, c'est les ressources. Aujourd'hui, on sait que la rationalité économique, simplement, veut dire être dans les mesures de réinvestir la richesse accumulée. Voilà. Et concernant les ressources, à l'époque de la Grèce antique, les ressources, ils ont été considérées comme rares. La notion, c'était rareté des ressources. Aujourd'hui, la science économique, il insiste sur le fait que les ressources sont à l'époque de la Grèce antique, les ressources ils ont été assez abondantes, qu'aujourd'hui sont rares. Voilà, il y a une question aussi ici à considérer. Est-ce que pour nous, aujourd'hui, les ressources économiques sont-elles rares car on n'a pas les moyens et les capacités nécessaires pour les exploiter en manière plus efficace, ou simplement on les a exploitées suffisamment? Si on regarde aux États-Unis, par exemple, on voit qu'il y a un développement concernant le secteur spatial, avec des investissements colossaux. On a
Elon Musk, par exemple, on envisage aux États-Unis éventuellement d'arriver aussi de coloniser les autres planètes. Est-ce que là, avec cette réussite, notre compréhension concernant les ressources, il va changer et les ressources deviendront une autre fois comme abondantes. Et la géopolitique, simplement, pour moi, c'est un outil d'analyse qui nous permet de comprendre sont lesquelles les priorités d'un État ou d'un gouvernement ou d'une nation. Et normalement, et assez souvent, c'est autour des 3 piliers importants: la sécurité, avoir accès aux ressources et aussi avoir la possibilité de continuer à échanger, d'avoir accès à des routes commerciales. Ça, c'est géopolitique. Une fois, je vais être très rapide, une fois, en fait, la source de puissance ou de pouvoir, c'était avoir plus de terrain. Voilà, l'annexion des autres territoires, invasion et les choses similaires. Et la conquête de territoire auparavant. Voilà. Et maintenant, c'est quoi? C'est l'économie. En fait, le nerf de la guerre, c'est l'économie. Aujourd'hui, c'est l'économie, justement. Voilà. Et après, si on combine les 2 termes d'économie et géopolitique, on arrive sur un terme qui est assez à la mode aujourd'hui. Et en anglais, c'est geoeconomics. En français, c'est géoéconomie. Et simplement, il veut dire d'utiliser, considérer les politiques commerciales pour gagner davantage géopolitique. Voilà, ça c'est le terme géoéconomie. Après, il faut regarder aussi les statistiques au niveau de l'économie. Alors, Cambyser, ce que je vous propose, c'est que tout ce qui est aspect statistique, on va le voir après. D'accord. Là, vous avez campé un petit peu le décor pour qu'on comprenne effectivement qu'il y a une notion qui est très importante que Benoît Chervalier, à mon avis, va être heureux de développer. C'est notamment la question des ressources. Ça devient le nerf de la guerre. Maintenant, quand on parle de géopolitique, de l'économie, un basculement, bah oui, il y a le nerf de la guerre, c'est que les ressources, elles sont maintenant, par exemple, du côté de l'Afrique. Sont-elles du côté de l'Europe? Qu'en pensent les États-Unis? Alors justement, pour nous camper un petit peu cette idée, ce concept de rapport de force Europe, États-Unis, Chine, parce que quand on parle de géopolitique de l'économie, on se rend bien compte qu'on est dans un monde qui est en train de changer. Taïma Saman, vous êtes une spécialiste du numérique, donc vous êtes aux premières loges, si j'ose dire, pour évaluer certains rapports de force entre les grandes puissances. Alors, on va déjà. Je ne vais pas rentrer, je vais pas plomber l'ambiance en qualifiant les grandes puissances. On va parler des rapports de force internationaux et de la situation de l'Europe. Et comment on en arrive dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas parler de géopolitique de l'économie sans parler de l'éléphant dans le couloir, qui est l'élection de Donald Trump aux États-Unis et la politique qu'il met en œuvre depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On a eu une impression de sidération des populations et des dirigeants à travers le monde sur ce que Trump était en train de faire. Alors qu'en fait, ça se voyait depuis longtemps et on savait depuis longtemps... Enfin, pour ceux qui se donnaient la peine de regarder, on avait déjà une petite idée des problématiques qui allaient se produire parce qu'il a déjà été élu en 2016. Il a simplement été élu à un moment où il a été pris par surprise. Donc, il n'avait pas une administration à son service. Et donc, il a dû utiliser l'administration des républicains classiques. Et il faut bien se rappeler, ou il faut bien comprendre que le Parti républicain américain, c'est le parti du commerce international. Avec le Royaume-Uni, les 2 champions du commerce international. Donc, c'est une administration qui a limité Trump dans ce qu'il avait en tête et ce qu'il voulait faire. Mais je me permets de préciser que ce que fait Trump aujourd'hui, c'est violent, c'est brutal, c'est rapide, mais c'était déjà en œuvre, déjà sous la présidence Clinton, et certainement encore plus avec la présidence Obama. Les États-Unis ont commencé à se détourner de l'Europe depuis à peu près cette époque pour se tourner vers l'Asie, en considérant que les points de croissance, elles étaient à prendre plus à l'Est qu'elle n'était à prendre à l'ouest. Et nous, pendant ce temps-là, quelle était la situation en Europe, la France, l'Europe, et comment on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Eh bien, on a en fait délégué aux États-Unis la sécurité du monde, ou en tout cas la sécurité de notre monde. Et en échange de ça, on a laissé les États-Unis prendre les marchés de la technologie, comme ça je vais revenir sur mon sujet, mais également plein d'autres marchés,
en les autorisant à pénétrer sur le marché européen avec finalement très peu de conditions. Et on s'est retrouvé dans une situation, c'est même pas qu'on est dans une situation de basculement dans le numérique, on n'y a jamais été. C'est un peu désagréable, mais on est dépassé tout de suite, quoi. C'est pas ça. C'est que le numérique, c'est quoi? Comment les États-Unis deviennent une grande puissance du numérique et comment la Chine est en train de les rattraper. Les États-Unis sont une grande puissance du numérique parce qu'ils ont les technologies et ils y mettent des milliards pour leur armée. C'est des dépenses militaires. Et les militaires font la bascule avec le civil en transférant les recherches et développement du militaire vers la partie civile qui s'organise autour de hubs, ce qu'entre nous, et vous et moi, le Canada, on n'est pas capable de faire. C'est-à-dire qu'ils ont un gros hub qui est la Silicon Valley en Californie, qui se fait aujourd'hui un peu challenger par le Texas et la Floride et New York, mais c'est quand même très concentré. Et ils vont mettre des milliards en recherche et développement sur la tech, avec un effet marché extrêmement puissant qui est leur propre marché. Ils ont une langue, une monnaie. Et donc, une fois que vous avez traité les États-Unis, vous êtes déjà en capacité de pouvoir pénétrer et conquérir le reste du monde. Et nous autres Européens, qu'est-ce qu'on se dit dans tout ça? On est un marché, on a les moyens d'acheter, et ça nous coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus rapide d'acheter aux Américains plutôt que de développer nos propres systèmes. Alors évidemment, tout ça est assez caricatural parce que vaut des exceptions. On a des grands champions européens et français. On a les Thales, les Dassault Systèmes, les Orange, même si c'est un peu plus particulier. Enfin, on a toute une série d'entreprises assez puissantes, évidemment Airbus, mais on est des nains, ils sont trop rares, où on est des nains à côté des Américains. Comment est-ce que les Chinois rattrapent? Les Américains ont deux atouts, la tech et les marchés financiers. On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais ils ont l'argent parce qu'ils ont un système depuis le 19e siècle, 17e. Ils ont un système où ils ont décidé que l'endettement et les marchés financiers étaient ce qui allait faire fonctionner leurs économies. Nous, en face, on a des banques. La différence entre un marché financier et une banque, c'est que la banque prête pour récupérer de l'argent. Les marchés financiers font des paris. Et c'est un succès sur 10 échecs qui leur permet d'avoir la puissance et les technologies disruptives qu'ils ont aujourd'hui. Donc ils sont un continent puissance. En face, il se trouve de la Chine, immense marché, des talents, des ingénieurs, des chercheurs et une planche à billets que nous n'avons plus. Parce que c'est un pays en croissance, alors que nous sommes un continent plutôt en stagnation. Donc on a ces deux grands géants qui ont plus de moyens, qui ont développé. Alors les Chinois ont piqué la technologie à tous ceux qu'ils ont pu piquer, mais ils ont bien réussi à le faire et donc ils sont une grosse puissance. Et dans tout ça, on a une Europe qui finalement vit très bien, mais vit, je ne dirais pas à crédit, mais sans... En fait, vous voyez que vous vivez bien, mais vous n'avez pas prévu ce dont vous avez besoin pour votre retraite. Là, c'est pareil, on n'a pas prévu le coup d'après. Donc, on n'a pas su investir suffisamment dans les batailles économiques. On n'a pas fait le virage de la robotique. On a du mal avec le numérique. On est très dépendant. Et on a une prise de conscience au moment du Covid. Le Covid, c'est le moment où l'ensemble des pays européens, de l'Union européenne, se rend compte qu'on a besoin de vaccins pour sortir de l'épidémie. Et on a besoin pour nos populations d'un certain nombre de biens et de services, et qu'avec la fermeture des frontières, c'est la première fois qu'on ferme les frontières depuis 30 ans, eh bien, il y a des éléments fondamentaux auxquels on n'a pas accès, et notamment les composants de nos vaccins. Et donc, il y a cette prise... Alors, on s'en sort très bien, parce qu'on a l'argent, parce qu'on a la puissance, parce qu'on a le nombre, on s'en sort très bien, mais il y a cette prise de conscience qui fait que l'Union européenne commence à se dire, finalement, le Gaulois français qui nous emmerde depuis des décennies en nous disant que quand même il faudrait être un peu plus souverain, pour plein de bonnes mais aussi beaucoup de mauvaises raisons, ils n'avaient pas forcément totalement tort, et on ne donne pas raison aux Français sur la souveraineté, on passe à la notion d'autonomie stratégique au niveau européen pour essayer de récupérer des localisations de médicaments, de commencer à réfléchir aux matériaux rares et de revenir à un niveau à peu près correct. Biden est élu.
et patatras, la guerre en Ukraine. Et tout s'effondre. C'est-à-dire que l'intervention des États-Unis dans la guerre en Ukraine fait renverser les Européens. On a vraiment besoin des Américains. Et puis finalement, le méchant est parti, on a récupéré le gentil. Et donc, on n'a plus besoin de rien. Revenons à notre confort habituel. Et donc, on va continuer à importer du côté des États-Unis et puis à ne pas faire les sacrifices qui seraient nécessaires pour récupérer notre autonomie stratégique. Et c'est ça qui est le plus étonnant à l'époque, c'est qu'en fait, la seconde victoire de Trump, elle est déjà inscrite. On sait que c'est quand même l'hypothèse la plus probable, mais on fait comme si ça n'existait pas. Il faut dire que Biden a fait ce qu'il fallait pour finalement reprendre Papa Amérique, a repris les Européens en disant « Les chéris, vous inquiétez pas, je suis là, je vais vous dire quoi faire. Vous allez travailler quand même, hein, vous allez dépenser de l'argent, vous allez m'acheter mes armements, etc. Mais je suis là. » Et donc, on interrompt cette première tentative de récupérer un peu d'autonomie à la sortie du Covid. Et Trump arrive dans une stratégie, et après je vais m'arrêter parce que sinon je vais parler trop longtemps, mais dans une stratégie assez facile enfin on voit bien la rhétorique. Ceux qui pensent qu'il est fou et pas intelligent, c'est pas forcément faux, mais en tout cas il sait très bien où il va, et autour de lui il y a des gens qui savent très bien où il va. Il dit, moi je suis un grand marché, j'ai la technologie et j'ai l'argent. D'ailleurs il ne le cache pas, hein, j'ai la technologie et l'argent. J'ai par contre des grosses dettes et puis j'ai plein de problèmes internes. Et moi, mon électorat, c'est quand même le redneck américain, hein, celui qui est au centre et qui n'a pas forcément les richesses des côtes. Et donc, je vais faire une politique déjà entamée par Biden, qui est d'arrêter d'importer des biens dans lesquels je suis déficitaire et de tout refaire depuis les États-Unis. Et donc, je mets des droits de douane de manière à décourager l'importation. Et je mets des droits de douane pour obliger à relocaliser une industrie aux États-Unis. Et la première cible de Trump, il ne faut pas s'y tromper, la première cible de Trump, c'est l'industrie américaine, qui a délocalisé tout azimut, qui sont sur des chaînes de valeur internationales pour optimiser leurs coûts et vendre à moindre coût dans leur propre marché. Les autres aussi, bien sûr, mais de manière un peu plus... c'est la première cible, c'est vraiment ça. Et la deuxième, et je vais revenir sur mon sujet, le numérique, en revanche, ils ont besoin de rien. Ils sont hyper bénéficiaires dans leurs exportations. Et donc, toute la bataille aujourd'hui, et on rejoint la géopolitique, va être, est-ce que l'Europe est capable de résister en ayant ses propres règles, ou si le besoin de la tech qu'on ne fait pas ici va devoir continuer à être importé, on sera obligé de céder à des conditions qui ne sont pas forcément les nôtres. Et je finirai en disant, parce que pour bien qu'on comprenne, nous avons des industries de la tech extrêmement performantes en Europe. Ce que nous n'avons pas, la tech, c'est une pyramide d'acteurs, depuis le plus bas jusqu'au plus haut. Et tout en bas, vous avez ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire les machines, et puis le cloud, l'informatique dans les nuages, qui sont la base de tout le reste. Nous, on peut être très bon en haut de la pyramide, on n'a quasiment rien sur le bas de la pyramide. Et à ceux qui pensent qu'on va pouvoir régler le problème en faisant des opérations industrielles pour l'avoir chez nous, on a à peu près 30 ans de retard et des milliards de retard. Donc, dans les solutions qu'on abordera peut-être tout à l'heure, il y a sans doute autre chose à faire que MeToo, c'est-à-dire moi aussi, je vais faire pareil que les autres, et réfléchir à comment on peut... Oui, le MeToo, c'est plein de choses en même temps. Hein, et s'organiser de manière à réfléchir de manière différente. Et je vais teaser un petit peu. On a peut-être le modèle chinois qu'il faudrait qu'on regarde pour savoir comment on peut être plus malin que ce qu'on pense qu'on peut être aujourd'hui. Mais Taïma Saman, bon, alors le constat n'est pas forcément très optimiste, mais quels sont quand même les atouts de l'Europe pour s'en sortir aujourd'hui face à la prédation américaine notamment? Et vous avez évoqué qu'on avait quand même une industrie performante, mais quel pourrait être vraiment l'atout sur lequel il faudrait miser dans les années qui viennent? Alors, ce n'est pas un atout, hein, c'est une organisation et certainement une autre manière de réfléchir et de penser que certains ont déjà mis en œuvre. D'abord, quels sont nos atouts? On a un grand marché et on a un marché avec du pouvoir d'achat.
Ça ne va pas durer longtemps. Hein. Le marché chinois, il commence à avoir plus de gens que nous au niveau des CSP+, hein, c'est-à-dire des capacités d'achat. Donc ça ne va pas non plus durer. La Corée du Sud a fait un renversement assez spectaculaire. Donc, mais on est encore aujourd'hui un grand marché avec du pouvoir d'achat. On a un deuxième atout qui est très fort et qui est plus français qu'européen, même si il ne faut pas négliger le reste de l'Europe. On a des talents. Le numérique, ce sont des mathématiques. Les deux plus grandes écoles de mathématiques au monde, c'est la France et Israël. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos grands mathématiciens, quand ils vont dans le business, ils traversent souvent l'Atlantique ou ils vont en Suisse pour plein de raisons. Donc, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête et c'est toujours bien d'avoir des gens qui ont été élevés ici. Il y a toujours un attachement, une langue commune. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Troisième élément qu'a commencé à faire le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, surtout de l'industrie d'ailleurs, c'est moi ce que j'appelle la stratégie chinoise, c'est la tactique chinoise. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois en fait dans les années 90 ? Ils ont dit, vous êtes intéressés par mon marché, vous, toutes les grandes entreprises mondiales, vous êtes intéressés par votre marché, donc ok, je vous l'ouvre. Mais vous n'aurez pas accès à mon marché si vous n'avez pas de partenaire local. Et en plus, vous allez apprendre à mon partenaire local à se servir de vos technologies. En fait, le numérique, la technologie de demain, elle est toujours basée sur celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Donc, vous ne pourrez pas être dans la technologie de demain si vous ne comprenez pas, si vous ne maîtrisez pas celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Et donc, le ministère de l'Industrie a dit sur la partie basse, donc la partie infra, ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, ce sont des serveurs situés partout, quelque part dans le monde, qui vont pouvoir permettre d'actionner tous les systèmes de manière mutualisée et avec de l'ubiquité pour faire circuler tous les systèmes informatiques. Aujourd'hui, les trois grands acteurs du cloud sont Google, Microsoft et Amazon Web Services. Ils sont quasiment incontournables. Et de l'autre côté, plus à l'est, c'est Huawei et quelques acteurs assez costauds. Ce qu'on a, nous, ce sont des petits. Ils sont pas à la taille qui permettent de servir le reste de l'industrie. Et tout ça sert le reste de l'industrie. Donc le gouvernement français a suggéré, alors ils diront que ce n'est pas eux et que ce n'était pas leur choix, mais ils ont fait une réglementation telle qu'ils ont dit si vous voulez avoir accès au business qui contient des données sensibles, sans les définir, donc en mettant une définition assez large, alors vous devez être à l'abri de l'extraterritorialité et garantir la souveraineté, donc la protection de nos systèmes. Et donc, on vous suggère de passer des partenariats avec des acteurs français. Ce qu'ont fait Google, qui a passé un accord sur une joint venture avec Thales, et ce qu'a fait Microsoft, qui a construit une joint venture avec Orange et Capgemini. Les conditions pour pouvoir avoir les certifications qui leur permettent d'avoir accès à nos marchés sont une localisation de leurs données, de leur base de données en Europe et un capital où les étrangers, les non-européens, n'ont pas individuellement et collectivement plus que 49%. Dans ces deux cas-là, Google doit avoir 5% de la joint venture qui s'appelle Sens et Microsoft 0 dans la joint venture qui s'appelle Bleu. Voilà, donc c'est une étape vers quelque chose qui nous permet de gérer, alors, et puis si j'ai encore 2 minutes, de gérer la double problématique sur la question de souveraineté, parce que tout le monde est souverain, tout le monde voudrait qu'on s'aime et que tout aille bien dans la vie, donc tout le monde est souverain. La question, c'est comment on y arrive. On a 2 sujets de souveraineté qui sont contradictoires. La première, c'est la souveraineté technologique. Est-ce que nous contrôlons les technologies dont nous avons besoin pour développer notre économie ? C'est ce que je viens de décrire. Et la deuxième, c'est, ce que j'ai décrit dans ma première partie, dans ma deuxième partie, c'est la souveraineté de manière à ce que d'autres pays n'aient pas accès à des données qui sont essentielles à notre sécurité, à nos infrastructures, au fait qu'on est un pays et qu'on est capable de se protéger. Et les deux peuvent être contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut être plus intéressant
pour la deuxième partie, d'avoir des acteurs non européens, non français, parce qu'ils sont plus solides devant des intrusions de Russes ou de Chinois, par exemple, pour ne pas les citer, ou pour des gangsters, parce que leur technologie est bien plus costaud et solide que celle qu'on peut avoir ici, ou à une échelle qui est d'une autre nature que la nôtre. Donc c'est dans cette équation un peu complexe qu'il va falloir, à mon avis, trouver la solution de notre souveraineté numérique demain. Merci beaucoup, Taïma Saman. C'était très clair, c'était très concret. J'aimerais qu'on entende maintenant Christophe Rameau. Christophe Rameau, donc économiste, auteur de Pour une économie républicaine, hein, publié chez Albin Michel. Ça, c'est votre dada, si j'ose dire, l'économie républicaine. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce qu'on a parlé de l'Europe, de la Chine, des États-Unis, et vous allez nous dire, mais oui, il faut acter finalement qu'on arrive à la fin de la mondialisation heureuse. Hein, quand on entend Taïma Saman, on voit qu'on est rentré dans un monde... mais quid de notre pays et du rôle que l'État doit jouer, justement, puisqu'on est à la fin d'un monde et que géopolitiquement, oui, nous assistons à un basculement. Alors commençons justement par rapport, en faisant l'état des lieux en France. Oui, enfin en France et puis au-delà, hein, c'est Oui, que au-delà. Économie républicaine, c'est chez Fayard, hein, c'est pas, mais peu importe. Comment dire, pour vivre en société, il faut faire tenir des individus, et c'est important la liberté individuelle. Puis il y a quelque chose qui est au-dessus des individus, qui sont des règles. Pendant longtemps, et puis y compris encore dans certaines sociétés, la règle dominante, c'était la religion. On disait qu'on vivait dans les sociétés de religion. En France, comme dans nombre de pays, on est sorti des sociétés de religion. Et donc, ce qui fait tenir notre société, ce sont ce qu'on appelle les règles de la démocratie ou de la République, peu importe les termes là qu'on utilise à ce niveau-là. Et quand je dis République, c'est pour ça que je parle d'économie républicaine, je pars de là. Dans la République, il y a deux volets. Il y a un volet libéral. Pour vivre en République, il faut avoir la liberté de penser, de s'associer, de contracter, etc. Bon. Puis il y a un volet qui n'est pas libéral. On est tous placés sur un strict plan d'égalité. Dans l'isoloir, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit diplômé et souvent arrogant ou pas diplômé, on ne compte que pour un. Voilà, c'est comme ça. On élit des représentants qui votent la loi, et la loi, elle s'applique à tous, y compris à ceux qui ne sont pas d'accord, qui peuvent faire des manifestations, des pétitions, mais qui ne font pas sécession. Il y a un volet non libéral dans la République. Et ces journées, ici, si j'ai bien suivi les débats, elles ont une fibre républicaine marquée, et je m'en félicite. Là où j'aimerais bien apporter de poil à gratter, puisque on quitte le déjeuner, c'est que, attention à ne pas être un républicain amputé, un républicain à moitié, si je puis dire. La République, ça vaut sur le domaine politique. Mon camp est plutôt celui de la gauche, et je dois vous avouer que je me désole qu'une bonne partie de la gauche, pas toute la gauche, est en train d'abandonner, enfin, ou de moins de s'éloigner des valeurs républicaines sur le champ politique. Mais je me désole aussi qu'une bonne partie de la droite, pas toute la droite, et qu'une partie de la gauche d'ailleurs, s'éloigne des valeurs républicaines sur le champ de l'économie. Et moi, ce que je dis, c'est que une bonne partie de notre désappointement, de notre désarroi dans nos sociétés, ça provient du fait qu'au fond, entre nous, on est maintenant quasiment tous d'accord en France pour vivre en République. Il n'y a quasiment plus personne qui remet en cause le suffrage universel. Pendant longtemps, à l'extrême droite, on était contre la gueuse, la République. Maintenant, l'extrême droite a fait son virage républicain. On peut la critiquer par ailleurs. Même chose à l'extrême gauche. Il y avait une partie de l'extrême gauche qui était pour la dictature du prolétariat. Maintenant, on se présente aux élections. Bon. Mais, comment dire, là où il y a un problème, là où il y a un désappointement dans notre population, c'est le sentiment légitime qu'il y a une partie quand même importante de nos vies, l'économie, qui échappe en partie aux principes républicains. Il y a le sentiment légitime qu'il y a une économie qui fonctionne d'abord, pas uniquement, mais au bénéfice d'abord d'une infime minorité. D'où la popularité, par exemple, en ce moment, en France. Mais attention, ce débat existe en Allemagne. En Allemagne, aujourd'hui, il y a un grand débat sur comment taxer les ultra-riches. Comment il y a aujourd'hui le débat sur la taxe Zuckman. On ne va pas rentrer dans le détail, là, etc. Je pense qu'on peut critiquer des modalités
précises de la taxe Zuckman qui sont contestables, mais moi je suis favorable au fait d'introduire des éléments de taxation des ultra-riches, puisque quand on regarde l'évolution des inégalités partout dans le monde, ces 40 dernières années, ce n'est pas les 10% les plus riches, il y en a dans la salle, qui se sont enrichis d'abord. Ce n'est même pas les 1%. Là où il y a un décrochage par le haut, c'est sur les 0,01%, qui sont dans un autre monde, qui sont dans le monde de la mondialisation financière, etc. Ils sont dans un autre monde. Et ça, ce n'est pas acceptable d'un point de vue républicain. Alors le point de vue que je soutiens, c'est que, en fait, nous vivons déjà dans des économies républicaines, en France comme ailleurs. Nous vivons dans des économies mixtes. Mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous dis, le politique, il y a un pôle libéral, il y a un pôle qui n'est pas. Ben, l'économie, c'est pareil. En économie, il y a un pôle libéral, et c'est très bien. Enfin, c'est bon, le XXe siècle est passé par là, le bilan de l'échec des pays dits communistes, etc. Voilà, quand on a essayé de supprimer le marché, la concurrence, ça a conduit à des aberrations économiques, sociales, politiques. Très bien, c'est terminé, la chute du mur de Berlin. OK. Donc on vit dans des économies où il y a un pôle libéral, et c'est très bien. Attention, hein. Quand on dit libéral, pôle libéral, le pôle libéral, ça veut dire le marché, la concurrence, le capital, mais avec une petite nuance quand même. On sait que le capital, il préfère les monopoles. On le sait depuis Adam Smith. D'accord ? On sait qu'il faut imposer au capital, et notamment aux GAFAM et compagnie, il faut imposer la concurrence. Parce que ces entreprises-là vivent de monopole, adorent les rentes de monopole, et se gavent avec des rentes de monopole. Donc très bien, mais enfin, quoi qu'il en soit, il y a un pôle privé, et il y a un pôle public. Et le problème, la raison, et c'est valable dans tous les pays du monde. Mais Christophe Rameau, je vous interromps parce que je me mets à la place de ceux qui vous écoutent. Ils font peut-être la même réflexion que moi. On parle en ce moment d'un État qui est obèse. Est-ce que justement ce mixte public-privé, vous ne pensez pas qu'il est maintenant difficile à concevoir? Parce que quand on parle public, on a l'impression que ça marche de moins en moins. Alors parlons de l'obésité, la soi-disant obésité du public. Dans tous les pays du monde, pour apprécier le poids du public, le poids de notre caractère mixte de nos économies, on utilise un indicateur qui est l'indicateur de dépenses publiques. Vous en avez déjà entendu parler. En France, 57% de la dépense publique, 57% du PIB, ça va pour la dépense publique. Est-ce que tout le monde entend? Et les éditorialistes libéraux alimentent ça. C'est que, waouh, il y aurait 57% de la richesse qui serait créée par le privé, les seuls productifs, pour faire vivre des fonctionnaires improductifs. Tout est faux dans cette phrase. Tout. Pourquoi tout est faux? Quand on dit la dépense publique, c'est 57%, en fait, ça équivaut à 57%. Mais ce n'est pas du tout une part. Explication. Et c'est valable pour tous les pays du monde. Il faut savoir que dans la dépense publique, il y a deux grands pôles. Il y a un premier pôle, c'est celui auquel on pense tout de suite, les services publics. Mais il faut savoir que les services publics, ça représente, écoutez-moi bien, moins d'un quart de la dépense publique. Et ça n'a pas augmenté, écoutez-moi bien, depuis 40 ans. Le poids des services publics, c'est-à-dire l'argent qui sert à payer notamment les fonctionnaires, ça n'a pas augmenté en pourcentage du PIB depuis 40 ans en France. Ça a même baissé. Parce qu'il faut savoir que dans la dépense publique, en France comme ailleurs, c'est valable à l'échelle internationale, dans les salaires, l'essentiel de la dépense publique qui sert à payer les services publics, c'est les salaires des fonctionnaires. Mais dans les salaires des fonctionnaires, vous savez ce qu'on compte? Les cotisations sociales qui servent à payer les fonctionnaires retraités. Et il y en a un gros paquet. Des enseignants qui sont à la retraite, des anciens enseignants qui sont à la retraite, des militaires, etc. On compte ça. Et d'ailleurs, double compte, ces cotisations sociales qui servent à payer les retraites, qu'on a attribuées aux dépenses d'éducation, etc., eh bien on les compte une deuxième fois quand on compte les dépenses de protection sociale. On fait des doubles comptes quand on compte la dépense publique. Tout le monde maintenant sait ça, ça commence à être connu. Mais donc, premier poste de la dépense publique, celui auquel on pense tout de suite, les salaires versés aux fonctionnaires. Mais je vous dis, ça n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, en France comme ailleurs, je termine, excusez-moi, ce sont les prestations sociales. La moitié de la dépense publique. Et c'est quoi les prestations sociales? Les retraites. Il y en a un certain nombre dans cette salle, d'accord? Qui ne roulent pas tous sur l'or, hein? On ne vit pas tous à Saint-Raphaël, je blague. Mais la retraite médiane, la moitié des retraités en France, touchent moins de 1 500 € de retraite. D'accord? C'est bon? Moins de 1 500 €. Retraite médiane, la moitié. D'accord? Bon, il y a des retraités qui vivent très bien, mais la plupart des retraités qui vivent très bien, ce n'est pas d'abord grâce à leur pension de retraite. Pour ceux qui vivent très bien, c'est grâce à leur revenu du patrimoine. Très bien. Mais donc les prestations sociales, et je termine là-dessus. Oui, je termine.
Mais donc c'est les retraites d'abord. Les retraites, c'est 380 milliards. Hein. Le RSA, c'est 15 milliards. Vous voyez la différence. D'accord? Allocation chômage, 40 milliards. Allocation familiale, 40 milliards. L'essentiel, c'est les retraites notamment. Et qu'est-ce que font les retraités avec leur pension? Ben, ils font leurs courses auprès du privé. Les 3/4 de la dépense publique, ça soutient l'activité du privé, en France comme ailleurs. En France comme ailleurs. Mais donc, quand on dit la dépense publique, elle est trop élevée en France, mais en fait, si on prend que les services publics, on est en dessous de la moyenne. Écoutez-moi bien, on est en dessous de la moyenne de l'OCDE. C'est un autre débat et on aura peut-être des questions de la salle dans un instant. Mais moi, je voudrais que vous arrêtiez, avant de passer la parole à Benoît Charvalier, qui va être sur un autre thème en termes de géopolitique, qui va nous parler de l'Afrique. Alors, vous voyez, l'Afrique, c'est pas la France, on n'en est pas à la taxe Glucksmann, c'est encore un autre débat et c'est sans doute plus réaliste. Je voudrais juste que vous arrêtiez sur quelque chose qui me paraît intéressant dans votre réflexion, c'est comment on articule la notion d'État et de public-privé avec les notions de patrie et de nation. Parce que vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, il y a une notion qui revient en force, même quand on est un homme de gauche, comme vous d'ailleurs, c'est la notion de patrie et de nation. C'est qu'on se rend compte que les Français, quel que soit leur parti politique, se disent bien que face à l'état du monde, face à la prégnance de l'économie en termes de géopolitique, il y a quand même un retour des États-nations. Donc vous, quel est votre prisme et votre regard là-dessus? Très rapidement, historiquement, la nation, c'est une valeur de gauche. La Révolution française. Vive la patrie, d'un côté, bataille de Valmy, contre ceux qui disent vive le roi. C'est ça. Historiquement, c'est une valeur de gauche. Pendant longtemps, et à juste titre, la droite a fait, à la fin du 19e, un tournant patriotique. Et je m'en félicite. La gauche, bêtement, en partie, pas totalement, pas Jaurès notamment, mais la gauche, voyant la droite faire un tournant patriotique, a dit non, maintenant, qui dit nation, patrie, dit nationalisme, dit racisme, c'est l'horreur. Non, moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est très important de donner un contenu citoyen, républicain, avec une dimension culturelle d'ailleurs, y compris pour s'opposer aux racistes qui existent, bien entendu, de donner un contenu républicain à la nation. Et je termine là-dessus pour faire un plan, y compris pour dialoguer. Notre véritable révolution, partout dans le monde, c'est l'État-providence, durant tout le XXe siècle, y compris aux États-Unis, où il y a de la retraite publique aux États-Unis. Heureusement, pour les retraités américains, il n'y a pas que des fonds de pension. Le principal budget civil américain, c'est la retraite. La retraite publique, financée par cotisation sociale. L'État social avec la protection sociale, les services publics, le droit du travail, les politiques éco, ça existe dans tout le monde, y compris en Afrique. Pendant 40 ans, il y a eu ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui a remis en cause cet État social, qui a conduit à une société plus inégalitaire, moins performante, avec moins de croissance, et qui s'est appuyée principalement sur deux leviers. Le libre-échange et la finance libéralisée. En disant, les nations, vive la mondialisation heureuse, etc. On est en train de tourner cette page. On est en train de tourner cette page aux États-Unis. Aux États-Unis, on a eu le méchant Trump, qui dans son premier mandat a mis des droits de douane, des petits droits de douane. Ensuite, on a eu le gentil Biden. Mais le gentil Biden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les droits de douane qu'avait mis en place le méchant Trump dans son premier mandat, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus important en termes de politique, de souveraineté nationale. Il a mis en place des aides aux entreprises massives. Et pour faire du protectionnisme, et moi je suis pour le protectionnisme, le plus efficace, il y a des droits de douane bien sûr, mais c'est les aides. Or, on vit aujourd'hui en Europe, ça a été évoqué j'imagine ce matin, dans une zone, l'Union européenne, avec des traités européens, où il est inscrit dans les traités européens que les États européens n'ont pas le droit de faire des aides aux entreprises. Je trouve que c'est une catastrophe. Si on veut, y compris sur le numérique, redresser la barre, mais sur tous les domaines, parce qu'il n'y a pas que le numérique dans la vie économique, mais si on veut redresser la barre, il faut des véritables politiques, il faut donner les moyens de politique industrielle, il faut que l'Europe cesse d'être au service du démantèlement des États sociaux nationaux, ce qu'elle a fait depuis malheureusement 40 ans. Il faut que l'Europe soit d'abord et avant tout au service des États sociaux nationaux, parce que l'intervention publique, elle passe par un cadre national. Les budgets publics, c'est national. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB européen. La dépense publique strictement européenne, c'est 1% de la dépense publique européenne. Face à 57%, même si on a vu que ce n'était pas une part, c'est quand même important.
Bon, merci beaucoup Christophe Rameau. Alors Benoît Chervalier, j'aimerais évidemment que vous réagissiez par rapport à ce qui vient d'être dit, d'ailleurs sur la conclusion de Christophe Rameau. Est-ce que vous êtes d'accord? Plus d'État-providence, quid de l'Europe, vous qui êtes un grand spécialiste de l'Afrique et qui travaillez justement d'ailleurs sur évidemment la notion d'aide au développement pour l'Afrique, mais pas que, parce que dans votre ouvrage qui vient de sortir, Ce qu'attend l'Afrique aux éditions de l'Aube, vous dites mais justement ce qu'attend l'Afrique, c'est qu'on lui foute la paix et qu'on la laisse se débrouiller avec toutes ses ressources. Au début avec Cambizère, on a dit que le nerf de la guerre, de la géopolitique, c'était désormais les ressources. Alors on a... Alors, comme on va encore éveiller le débat, évidemment, alors je commence mal, je suis chef d'entreprise, représentant du MEDEF, on m'a mis à votre droite, notre ami est plutôt à sa gauche, et donc forcément, j'avoue que c'était dur de ne pas m'étouffer. Bon. Ceci mis à part, notre question qui est posée, c'est celle de la géoéconomie. Ce qu'on a entendu, pardon de le dire, c'était quand même un petit côté nombriliste franco-français. Je ne voyais pas trop la partie internationale dedans. Moi qui me suis rendu dans un peu plus de 80 pays dans le monde, où j'ai vécu plus de 10 ans à l'étranger, dont 40 en Afrique, sur les 40 pays d'Afrique que j'ai visités. J'ai même travaillé en Allemagne, y compris pour le gouvernement allemand dans une autre vie. J'avoue que là aussi, c'était encore de plus en plus dur. Vous avez mentionné, juste pour prendre cet exemple, et après j'enchaînerai, comment dire, vous avez mentionné le débat actuellement en Allemagne sur la taxe sur les ultra-riches. Ce que le gouvernement allemand a fait, comme d'ailleurs tous les gouvernements européens, c'est de mettre l'âge de la retraite. On ne va pas aller dans ce débat parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. C'est 67 ans en Allemagne, comme vous le savez. Et le débat va être au-delà. Et personne en Allemagne, y compris la gauche, ne revient sur cette question. Donc il ne faut pas simplement voir le sujet sur le prisme que l'on veut bien voir, qui est celui que vous avez mentionné, mais de le voir dans sa globalité. Et le fait que justement la difficulté que nous avons en France, c'est qu'il y a un large échiquier politique de la droite extrême à la gauche extrême qui tient le discours que précisément l'âge de retraite doit être de 60 ans ou 62 ans ou revenir à 60 ans. Et donc évidemment c'est très difficile d'avoir un débat, j'allais dire, factuel, prenant en compte ce qui se passe à l'étranger. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le débat, et mon point, il n'est pas de dire qu'il faut aller à 67 ans, c'est un débat. C'est juste pour l'illustrer. Bon. Alors maintenant, je vais prendre justement un peu cette hauteur internationale et avec ce focus sur le continent africain. Alors à mon sens, il y a 3 sujets qui vont dicter la trajectoire du futur. Et d'ailleurs à mes étudiants, parce que j'enseigne, vous l'avez mentionné, à l'ESSEC, ces 3 sujets, c'est l'IA, et l'IA générative en particulier, c'est la transition énergétique et c'est l'Afrique. Les 2 premiers sont, je pense que à peu près tout le monde maintenant a conscience de l'importance des 2 premiers sujets. Le 3e, en revanche, est très largement occulté, notamment en Europe et en France, pour tout un tas de raisons. Pourquoi ? Parce que en France, quand on parle d'abord d'Afrique, on pense à l'Afrique francophone. L'Afrique égale Afrique francophone. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est 5 sous-régions. L'Afrique francophone subsaharienne, c'est 14 pays sur 54. Donc ce qui se passe en Afrique francophone, qui par ailleurs elle-même est très hétérogène, ce n'est pas le reflet de ce qui se passe sur l'entièreté du continent africain. 2e point, si on regarde la population, je fais partie de ceux qui pensent que c'est la démographie qui fait l'histoire. On a entendu
hier soir et également ce matin que lorsque on évoquait le leadership européen ou le leadership français sous Louis XIV, je rappelle qu'à cette époque-là, la France est de loin était la plus peuplée du monde et une des plus peuplées d'Europe, et une des plus peuplées du monde. Au début du XXe siècle, tout début du XXe siècle, le continent européen, enfin l'Europe, comptait à peu près 500 millions d'habitants. L'Afrique, 100 millions d'habitants. Un rapport de 1 à 5. Aujourd'hui, nous, on est à peu près européens, saignés évidemment des 2 conflits mondiaux, plus l'évolution de la natalité. On est à peu près la même proportion, donc à peu près 500 millions. Et en revanche, l'Afrique est à 1,5 milliard. En effet, d'ici 2050, c'est 2,5 milliards. Et on parle de projection à potentiellement 4 milliards d'ici la fin du siècle, soit 40% de la population mondiale. Donc on ne peut pas raisonner équiso constant, c'est-à-dire à paramètre égal, par rapport à cet état de fait. L'autre élément, et c'est là où j'ai envie d'apporter un certain nombre de signaux positifs. Parce que c'est vrai qu'honnêtement, depuis hier soir, on a de quoi d'être un peu déprimé quand on voit la liste de tous les défis qui sont face à nous. Bon, les 3 enseignements que je retire du continent africain, encore une fois, dans lequel je me rends très souvent, c'est la résilience, le fait de pouvoir résister, d'encaisser des chocs. Parce que quand vous êtes confronté, vous n'avez pas grand-chose, vous êtes confronté à toute une série d'obstacles ou difficultés, et ben vous avez le cuir qui est un peu plus épais. Donc c'est la résilience. Évidemment, quand on est comme c'est le cas en France et en Europe, sur une situation de confort, la résilience, elle diminue. Et donc quand vous avez un choc, vous n'êtes pas prêt et donc ça vous fait mal. Le deuxième élément, c'est l'innovation. De la même manière, quand il n'existe pas grand-chose, vous n'avez pas d'autre choix que de trouver une solution. Alors, un des exemples classiques, c'est le téléphone mobile et de ce qu'on a appelé en anglais le leapfrog. Alors, j'avais rédigé un premier essai il y a 20 ans qui s'intitulait « Un iPhone à Bamako ». Alors, donc on est en 2005. J'allais beaucoup dans les pays du Sahel à cette époque-là. Et ce qui m'avait frappé, c'est que de manière concomitante, il y avait le premier iPhone, donc la génération 1, qui était sorti et annoncé à Palo Alto, en Californie. Et je retrouvais le même téléphone dans les faubourgs de Bamako ou de Niamey, donc au Niger et au Mali. Et ça, je me dis, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et ça va au-delà de questions commerciales. Ça va au-delà des échanges justement entre pays. Et c'est le fait de dire que le téléphone portable, il n'avait pas besoin d'électricité à la maison, ce qui constituait le handicap premier, expliquant que beaucoup de pays du continent africain ne progressaient pas. C'était la fameuse croissance en escalier, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un stade avant de passer au suivant, puis au suivant, etc. Là, non. On n'a pas besoin, avec le téléphone portable, d'avoir l'électricité à la maison. On passe directement de pas de téléphone au téléphone portable. Et c'est la raison, par exemple, un pays comme le Kenya, qui était précurseur en 2006 de ce qu'on a appelé le mobile banking, c'est-à-dire le fait de pouvoir payer avec son téléphone. 2006. Depuis quand, et si je pose la question à l'assistance, qui paye avec son téléphone portable aujourd'hui, ça commence. Il y a 5 ans, il n'y avait personne quasiment. Personne. Donc, on voit ce décalage qui fait qu'on a ce saut générationnel. Et quand on a quelque chose préalable, et l'exemple que je prends et que beaucoup d'entre vous vont s'imager, c'est le Minitel. Pourquoi la France était en retard sur l'équipement de ses PC? C'est précisément parce que, et de l'accès à Internet, donc là on parle du début du siècle, c'est précisément parce qu'elle avait le Minitel. Et donc, pour les Français, la question n'était pas de passer de rien à Internet, ce qui était le cas de la quasi-totalité des pays du monde, c'était de migrer
du Minitel à Internet. Et donc, il fallait abandonner quelque chose pour s'adapter à quelque chose d'autre. Et ça, c'est plus difficile, ça prend plus de temps. Et le troisième élément que je retire, donc premier, c'est la résilience, deuxième, c'est l'innovation, et le troisième, c'est l'envie. C'est le fait d'avoir faim. Et pardon, et quand j'entends ce qu'on vient d'entendre précédemment, je peux vous assurer, mais on est à des milliers d'années-lumière de ce qui se passe dans ces pays-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions à se poser. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on a des gens qui ont envie de consommer, qui ont envie de créer, qui ont envie d'aller de l'avant, et tout simplement, le futur, c'est une opportunité et c'est certainement pas une angoisse. Et donc, à partir du moment où vous pensez ça, bah évidemment, votre état d'esprit, il n'est pas du tout le même. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais donner quelques éléments montrant pourquoi l'Europe et l'Afrique ont, et la question un peu, que j'ai posée à travers mon livre, c'est ce qu'attend l'Afrique. L'Afrique, elle n'attend rien du tout. Elle attend, mais ce qu'elle veut, c'est la liberté de ses choix. Mais en revanche, comment peut-elle peser dans l'avenir, puisqu'on parle de géopolitique et de basculement? Oui. Alors, la liberté de ses choix, c'est donc comment elle va peser, je dirais au moins à 2 ou à 3 niveaux. Le premier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce sont les minerais stratégiques. Le fait que le continent africain, c'est 50% des réserves d'or mondiales, 40% des réserves de platine. C'est le deuxième producteur de bauxite. C'est 70% du manganèse. Donc ça veut dire que par rapport aux problématiques que nous avons à affronter, et nous, étant à la fois collectif européen et français, sont ceux deux, si je me concentre sur celle-ci. La première, c'est la transition énergétique. Donc, ça veut dire beaucoup de batteries électriques, c'est l'IA, les supercalculateurs. Donc, tout ça, ça demande toute une série de matériaux qui sont, pour la plupart, dans les pays du continent, mais pas que. Et puis l'autre, c'est le fait et l'industrie d'armement, qui également a besoin d'un certain nombre de ces matériaux pour produire les différents matériels. Donc là, l'enjeu pour le continent, donc elle a cette richesse. Alors, il y a des variations extrêmement fortes entre les pays, en fonction des pays, etc. Donc, ce qu'elle doit faire, et ce que les pays doivent faire, c'est passer d'une économie extractive à une économie de transformation. C'est la transformation locale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaire à l'ESSEC l'année dernière, Business et Industrie en Afrique, qu'avec des acteurs locaux, qu'avec des acteurs de terrain. Mais alors, donnez-nous un exemple concret où on peut passer à cette économie de production. Oui. Parce que là, ça reste flou, et surtout, on a l'impression que l'Afrique est un petit peu à la traîne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'acteurs extérieurs, acteurs américains, chinois et pourquoi pas européens, ils ne sont pas encore arrivés à cette forme d'autonomie pour peser économiquement. Après, j'aimerais avoir évidemment l'avis de Cambyser sur cette question. Cambyse qui va aussi nous donner des chiffres rapidement en matière de basculement, en matière de PIB. Et puis, on va prendre des questions dans la salle. Vous savez que ça passe très, très vite, alors préparez vos questions. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Je vais prendre l'exemple de la bauxite. La bauxite, aujourd'hui, qui produit l'alumine, est exclusivement, elle est extraite, notamment en Guinée, qui est l'un des principaux pays. Elle est envoyée à l'autre bout du monde, espèce la Chine, mais pas que, l'Inde, le Vietnam, transformée localement, c'est-à-dire transformée en Asie, pour avant tout servir le marché domestique, donc chinois, etc. Et le reste, éventuellement, rebascule de l'autre côté. L'enjeu, et c'est un des sujets que je mentionne, parce que le livre est rempli d'anecdotes, c'est de transformer localement. Donc transformer localement, ça génère de la richesse, puisque évidemment vous créez de la valeur ajoutée, vous intégrez dans la chaîne de valeur, ça crée de l'emploi, directement et indirectement. Je crois profondément à l'industrie.
l'une des raisons, je fais une toute mini aparté, de la situation française, c'est la faiblesse extrême de son industrie par rapport, pas simplement à l'Allemagne, l'Italie est un très bon exemple, donc c'est l'industrialisation. Troisième chose, ça renforce la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est certainement pas l'autarcie, et c'est là où on a quand même quelques éléments de convergence. C'est certainement pas l'autarcie, c'est le fait de ne pas être, de ne pas être monodépendant. C'est d'avoir une certaine liberté de choix. C'est ça la souveraineté. Oui, mais parmi tous les pays d'Afrique, certains l'entendent-ils comme vous l'énoncez? C'est-à-dire en matière de bauxite, qui se met à traiter sur son sol pour... La Guinée, aujourd'hui, un des plus gros projets qui s'appelle le projet Simandou, 20 milliards, 20 milliards de dollars. Donc c'est un projet qui est en ce moment avec une première, différentes étapes d'ici 2026-2027. Donc on est sur des éléments systémiques. Je vous donne l'exemple de la Guinée et de ce projet-là, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et je ne dis pas en même temps que c'est partout dans tous les pays africains de la même manière. Il y a, encore une fois, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Donc ça demanderait à être énormément nuancé. Et si vous me permettez, et donc le dernier point, donc c'est encore une fois la richesse, c'est l'emploi, c'est la souveraineté, et le dernier point, c'est l'empreinte environnementale. Parce que le fait de produire localement, ça évite de mettre sur des berges et de transporter encore une fois à l'autre bout du monde. Donc c'est une empreinte négative sur l'environnement qui est évidemment colossale, alors que si vous produisez localement, évidemment, cela est également favorable à l'environnement. Et le dernier élément, si vous me permettez, parce que j'aimerais le mentionner, c'est comment financer tout ça. Je suis quand même un financier au départ, et ceci expliquant cela. Comment on finance tout ça? Il est évident qu'il ne faut pas le voir de manière, j'allais dire, fermée, c'est-à-dire sous une forme de repli. C'est vrai pour les pays du continent africain comme c'est vrai pour les pays européens. Et l'enjeu, et c'est pour ça que je suis convaincu que le continent européen comme le continent africain ne partagent pas ni qu'une histoire, ni qu'une géographie. On est séparés qu'à 14 km, hein, on le répétera jamais assez. Mais on est de plus en plus mus par des intérêts communs. Et les intérêts communs, c'est que oui, nous avons l'argent, nous avons un certain nombre de besoins, on a parlé des minerais stratégiques, et un certain nombre de pays africains ont, ces différents minerais, ont cette même volonté d'être multipartenaires, comme nous, d'être sous la tutelle de personnes, comme nous. Et donc, on a ce trait d'union. Et ce trait d'union, il repose sur deux choses d'un point de vue du financement. C'est comment notre épargne est utilisée. Et si je dis ça, donc c'est l'épargne européenne aujourd'hui, c'est 35 000 milliards d'euros. 35 000 milliards. Donc ça, c'est notre, j'allais dire, patrimoine colossal. Notre principale crainte, c'est de se dire, oh là là, on est en train de rentrer sur le toboggan. Et donc, comment faire en sorte qu'on ne perde pas cette richesse? Et l'erreur fondamentale, mais fondamentale, ça serait justement d'être très frileux et de se dire surtout, on veut essayer de garder le pactole. Parce qu'en voulant garder le pactole, en réalité, c'est comme ça qu'on va le perdre. Si je prends une question, je m'arrête là. Si je posais la question dans la salle, qui détient un livret A? Je pense que peu ou prou, près de 100% de l'audience me dirait oui. Si je pose la question qui a des parts de private equity, je pense que la réponse s'effondrerait. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc ce qu'il faut, c'est de l'innovation, c'est de l'audace et une prendre de risque. Parce qu'aujourd'hui, ne pas prendre de risque, c'est là le plus grand risque. Merci. Merci beaucoup, Benoît Chervalier. Alors, Cambizère, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, puis comme ça, vous allez faire une petite conclusion, si j'ose dire, en tant que spécialiste des relations internationales, en nous donnant quelques chiffres. Mais il faudrait qu'il nous reste 10 grosses minutes pour prendre des questions si des... vous permettez, je serai assez rapide. Voilà. J'aimerais aussi de revenir sur les points que la collègue a abordés, concernant, par exemple, pourquoi en Chine, on voit ce développement, aux États-Unis, on a les investissements autour de Silicon Valley. Mais la question, encore, j'aimerais de retourner sur le terme économie, parce qu'aujourd'hui, l'économie, c'est une véritable science. Voilà. C'est comme on dit, voilà, la science physique. Si on ne respecte pas ces règles,
éventuellement, voilà, comme si on ne respecte pas les règles de physique, un avion il ne va pas décoller. Et j'aimerais de partager quelques données concernant l'économie. Et si on regarde entre le 2015 et 2024, par exemple, Chine et l'Inde, ils ont eu une croissance moyenne autour de entre 5 et 7. Les États-Unis, 2%. Et en Europe, Allemagne, France et Royaume-Uni, entre 1 et 1,5. Ça simplement veut dire que l'économie, que c'est la science de la production et répartition de la richesse, aussi concernant aussi le réinvestissement en fait sur les nouvelles technologies, les nouveaux secteurs de l'économie, on n'arrive pas à produire la richesse nécessaire. Et c'est pour ça qu'après, quand on parle de basculement, après moi je ne sais pas si vraiment il y a un basculement ponctuel, mais quand même il y a un changement énorme. Voilà, on est en Europe, par exemple, si on prend les 3 blocs essentiels, les États-Unis toutes seules, un énorme bloc, et organisation de coopération de Shanghai et avec les pays BRIC, et on compare avec l'Union européenne, l'Union européenne à 27 est assez loin au niveau de production, produire la richesse. Voilà. Le PIB de l'Union européenne, c'est moins de 10 000 milliards moins que les autres blocs. Du coup, ça aussi va impacter sans doute tout ce qui concerne les priorités géopolitiques, la sécurité, avoir accès à des ressources essentielles et le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cambizer. On voit qu'on a ouvert plusieurs fenêtres. C'est comme si on avait ouvert des fenêtres sur l'Afrique, sur le numérique, sur le rôle, pourquoi pas, accru de l'État-providence, même si ça pose déjà beaucoup de questions dans notre pays. Alors, on va prendre des questions dans la salle désormais. On vous écoute. Monsieur, oui. Alors, attendez, il y a un micro il y a des micros qui circulent. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Dans le cadre de la géopolitique et de l'économie, comment interprétez-vous le deal qui a été signé récemment entre les États-Unis et le Royaume-Uni d'un investissement de 150 milliards dans la technologie? Est-ce que c'est les États-Unis qui créent une plateforme avancée ou un cheval de Troie près de l'Europe? Est-ce que l'économie anglaise est aussi faible qu'elle a besoin de cet investissement étranger? Merci. Saïma Saman. Alors, à votre dernière question, la réponse est oui. L'économie anglaise, elle s'est effondrée après le Brexit, donc elle a besoin d'un sacré coup de main. C'est compliqué de vous répondre parce que, en fait, les diplomates mentent et Trump ment encore plus que les autres. Donc, en fait, c'est très difficile de connaître la réalité des investissements américains au Royaume-Uni. La première, d'ailleurs, quand il annonce le traité commercial avec le Royaume-Uni 6 mois avant, tout le monde sait qu'il n'y a rien dedans, en fait. Et il s'engage par ailleurs, de la même manière, quand vous voyez von der Leyen discuter avec Trump cet été, elle promet des choses qu'elle ne peut pas promettre, puisque ce n'est pas elle qui décide qui va acheter de l'énergie et qui va investir aux États-Unis. Donc on est dans un espèce d'immense jeu de dupes. Le Royaume-Uni a besoin de rassurer en interne, ça ne va pas très bien quand même, le gouvernement a gagné de manière massive il y a 2 ans, il met déjà un genou à terre. C'est un peu comme en fait, on est frères jumeaux dans notre galère avec le Royaume-Uni quand même. Donc ils ne savent pas non plus très bien comment ils vont s'en sortir. Donc ils ont été, avant Brexit, la porte d'entrée sur tout le marché européen. Personne n'a compris... La rationalité aurait voulu qu'ils avaient tout. Ils payaient moins, ils avaient le marché européen, et en plus, comme c'est les meilleurs lobbyistes de la Terre, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. C'est comme ça, on se suicide assez régulièrement sans faire exprès. Donc là, et Trump a besoin de montrer qu'il n'est pas isolé et il met un pied en Europe. Donc ils ont annoncé des chiffres absolument astronomiques. Ça ne peut fonctionner que si les entreprises acceptent derrière, de la même manière que pour la stratégie de Trump, qui annonce, les entreprises annoncent qu'elles vont mettre des usines au Royaume-Uni et renoncent, ou ça traîne, ou ça n'existe pas. Donc, c'est des chiffres un peu bizarres. Le Royaume-Uni en a besoin. Je ne sais pas comment ils peuvent redevenir la plateforme d'entrée sur le marché européen, puisqu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et je ne pense pas qu'ils puissent y revenir, parce que là, les prochaines élections montrent plutôt
les populistes anti-européens se positionner sur le sujet. Donc on verra la réalité de cette typologie d'investissement. Ne pas sous-estimer les Anglais qui sont comme un peuple de commerçants et qui ont résisté à tout. Eux, c'est des commerçants, nous, c'est des politiques. Et à un moment donné, il faut qu'on s'échange un peu pour être un peu plus efficaces les deux, quoi. Merci, Taïma Saman. Une autre question, oui? Merci. Une question à Madame Salman. Merci pour votre exposé clair, synthétique et précis. Pourquoi l'Europe se refuse-t-elle en matière de numérique à appliquer simplement une réponse trumpiste face aux États-Unis notamment, et en appliquant tout simplement des droits de douane tels que le fait M. Trump? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'importance du numérique dans l'économie, dans le commerce, c'est encore plus important que la fabrication de voitures ou de denrées alimentaires. Alors vous avez raison. Et je vais vous dire pourquoi ils ne le font pas. On est dans cette espèce d'entre-deux. On a tous été, parce que le monde est en train de se transformer de manière assez violente. Jusqu'à peu, on avait un allié qui nous assurait notre sécurité, faisait les guerres à notre place, et en échange, on lui achetait ses biens et ses services, ou on lui vendait nos biens quand on en avait. Je voudrais d'ailleurs juste préciser qu'on se croit toujours le centre du monde, mais en fait, la première cible de Trump, c'est pas la France, c'est l'Allemagne. C'est vraiment avec l'Allemagne qu'il est en guerre, parce qu'il considère que les bénéfices commerciaux de l'Allemagne ne financent pas la sécurité du monde et qu'il en avait assez de se faire concurrencer par un pays qui dépensait rien sur l'ensemble de la sécurité. Alors, il est évidemment caricatural, mais il y avait quand même quelque chose comme ça dans sa logique. Ma théorie est que Van der Leyen, comme Mark Rutte, le patron de l'ONU, gagne du temps tant que les États-Unis ne sont pas sortis du soutien à l'Ukraine, et tant qu'il n'est pas certain qu'ils vont arrêter de soutenir l'Ukraine. Parce que c'est le deal. En fait, ce n'est pas la balance, c'est pas le traité commercial qui est en jeu, on a besoin des États-Unis pour pouvoir faire face à la guerre en Ukraine et donc aux Russes. Si les Américains ne soutiennent plus, on n'a pas de raison de leur faire des cadeaux. Mais tant qu'ils soutiennent, l'échange de leur investissement en Ukraine, c'est qu'on essaye de gagner du temps, et donc on évite de les embêter trop. On continue à payer. En fait, on finance leur investissement en Ukraine. C'est la raison pour laquelle on bouge. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est la fermeture des frontières. C'est la crise économique pour tout le monde. Trump démarre. On pourrait répondre. On pourrait rentrer dans une guerre commerciale. Mais aujourd'hui, on est à 15% sur la plupart des biens. Il a même baissé les droits de douane sur les voitures. À nouveau, il est déficitaire sur cette partie-là. Si on commence à répondre la crainte, alors je ne dis pas qui c'est tort ou raison, mais si vous mettez ça dans le contexte de la guerre en Ukraine, évitez une inflation de tu m'as mis sur les biens manufacturiers, je te mets sur les services financiers et numériques, du coup je t'augmente sur les biens manufacturiers, donc je reviens à te mettre des droits de douane, on ferme tout, et du coup on est dans une crise qui s'accentue sur le sujet. À mon avis, c'est provisoire, parce qu'on n'a pas encore la certitude des positions que les uns et les autres vont prendre. S'il s'avère certain que les États-Unis vont arrêter de soutenir l'Ukraine, on n'a plus rien à perdre. Si au contraire, il revient parce que Poutine est un méchant, comme dirait l'autre, et donc du coup, c'est pas bien, il faut comme une victoire, blablabla, on paye la sécurité qui nous assure encore à nos frontières est de l'Europe. Et je rajouterais juste, et le temps de s'adapter. Absolument. Et le truc aussi, c'est que comme on a perdu beaucoup de temps, c'est de gagner du temps sur toute une série de mesures, d'ailleurs, que l'Union européenne est en train de prendre sur des financements sur des industries essentielles, sur des marchés publics réservés. À nouveau, on a besoin de la tech américaine. Peut-être que je devrais repréciser que si on est un peu intelligent sur les projets cloud, on ne se contente pas de prendre la rente. Il faut prendre la techno en même temps. Il faut se former à leur technologie en même temps. On a le temps de prendre une dernière question, rapidement. Une question ? Voilà.
Attendez, monsieur, le micro arrive, le micro arrive. Bonjour et merci. Les États-Unis ayant une monnaie qui leur est personnelle, qu'ils utilisent un peu comme ils veulent à travers le monde pour faire des pressions, est-il vrai que quand ils disent on va mettre 100 milliards ici, 1000 milliards là-bas, etc., ils font ce que les gens du peuple appellent traditionnellement fonctionner la planche à billets? Alors, Benoît, tiens. Benoît Chervalier, allez. Bon, alors je m'y colle. Vous avez raison que, ne serait-ce que quand on regarde l'évolution du dollar sur on va dire, allez, je vais prendre en glissant sur un an. Le dollar s'est déprécié. On n'était pas loin de la parité il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire 1 euro, 1 dollar, légèrement supérieur. On est revenu dans une zone qui était celle qui était davantage connue, c'est-à-dire autour de 1,2. Donc ça veut dire quoi? Donc 1,20 dollars pour 1 euro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus difficile pour les exportations européennes, puisque par définition, ça coûte plus cher. C'est mieux pour les importations, pardon. C'est mieux pour les exportations américaines, puisque justement, elles sont plus compétitives. Donc pour répondre à votre question, il est incontestable que la politique commerciale américaine vise à affaiblir le dollar, ce qui donne du vent dans les voiles justement à sa politique commerciale. Et d'où aussi, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est ce qui explique ces attaques répétées et constantes à l'égard de la Fed, la Banque centrale américaine, pour précisément alléger, et baisser les taux d'intérêt. Christophe Rameau, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Les États-Unis, c'est un pays plus libéral, mais tout est affaire d'inflexion en fait. Il y a de la protection sociale aux États-Unis, il y a du droit du travail, il y a du droit à la négociation collective aussi. Il y a des services publics aux États-Unis, notamment l'armement, le secteur de l'armement, de l'armée, qui est très important. Et en matière, pour rejoindre directement votre question, on peut dire que depuis 40 ans, les États-Unis ont en quelque sorte, en partie, sauvé la croissance mondiale, piteuse par ailleurs, enfin, malgré tout, ils l'ont en partie sauvée, grâce à des politiques publiques, budgétaires, monétaires, massives de soutien à leur activité. Parce que ce qui tire leur activité, quand on est un keynésien comme moi, c'est la demande. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis depuis 40 ans? Avec des fluctuations, bien entendu, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ils ont soutenu leur demande interne. Et donc, avec un taux d'épargne aux États-Unis qui est très, très faible, en fait. Et donc, avec un déficit commercial, pour le coup, très élevé. Le taux d'épargne américain, oui, tellement est très, très faible. Il était quasiment égal à 0, le taux d'épargne moyen des ménages américains, à la veille de la crise de 2008. Tout à fait, il faudra regarder les statistiques. Et donc, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils avaient un déficit commercial. Ils dépensent plus en interne, en partie, que ce qu'ils produisent. Donc, énorme déficit commercial, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne a fait exactement l'inverse. L'Allemagne, son projet, ça a consisté à tirer sa croissance par les exportations. Alors vous allez me dire, c'est super. Non mais, vous savez qu'on n'exporte pas sur Mars. Et donc moi, quand j'entendais des économistes, et surtout des hommes politiques français, dire oui, ce qu'il faut, c'est le modèle allemand. L'Allemagne va très mal, depuis 2 ans, elle est en récession. Mais je disais, mais c'est une aberration. Le modèle allemand, ça consiste à tirer sa croissance par les exportations, un solde commercial positif, notamment vis-à-vis des États-Unis. Mais vous avez bien compris qu'on ne peut pas exporter sur Mars. Donc un pays qui a un déficit commercial, qui a un excédent commercial, ça veut dire qu'il prend des parts de marché et des emplois aux autres. Que la Chine fasse ça pendant tout un temps, parce qu'elle se développe, ça peut se comprendre. Qu'un pays aussi développé que l'Allemagne ait comme seul projet de piquer des emplois et des activités aux autres, eh bien je comprends que du point de vue américain, à un moment donné, on dise stop. Et donc, comment dire, là l'enjeu, si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est que les États-Unis aujourd'hui avaient un déficit commercial extrêmement élevé. D'accord ? Donc, et donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est de rééquilibrer ça. De mon point de vue, après, il y a les modalités, ça ne me choque pas. Mais ce que j'aimerais, c'est que ça nous invite, nous, en Europe, à savoir que le déficit public américain, on dit en France, oh, on est à 5-8%, quelle horreur, Bérou, qui nous dit que c'est la fin du monde. Le déficit public américain, il est à 6%. Je ne dis pas que c'est bien, hein. Il est à 6% aujourd'hui. Hein.
Il faut renouer avec les politiques publiques et avec le marché. Un tout petit point sur l'Afrique. Non mais attendez, non, mais un tout petit point sur l'Afrique. 30 secondes. Non mais, attendez, parce qu'on ne se méprenne pas. Non mais un tout petit point. Le public, c'est pas forcément bien. Le public est mal géré. Non monsieur, vous vous trompez. Le public peut être mal géré. Le public peut être synonyme de gabegie. Donc il faut savoir nettoyer devant sa porte. Vive le privé, vive la concurrence. Vous n'avez pas évoqué sur l'Afrique quand même un point important, qui est que ce qui plombe en partie le développement de l'Afrique, c'est le fait qu'on a des élites qui, au nom y compris du fait qu'il y a eu le colonialisme avec tous ces dégâts, mais avec des élites, non mais c'est pas ça, avec des élites prédatrices, des élites y compris publiques prédatrices, qui empêchent le développement de l'Afrique. Et je pense que c'est important à souligner, le public peut être synonyme de gabegie, et nombre d'États africains, pas tous, l'Afrique c'est pas un tout non plus, bien entendu, mais enfin, vous avez pas mal travaillé au Maroc, je connais bien le Maroc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les élites marocaines, le Marzen comme on dit, eh bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a retardé le développement de l'Afrique. J'espère que vous partagerez ce constat. Je voudrais juste... Taïma veut terminer et que Taïma a le dernier mot, la conclusion, parce que sinon... Non, mais Christophe ne peut pas prendre comme exemple les États-Unis quand ça l'arrange et les prendre comme punching ball quand ça l'arrange pas. Voilà. Les Américains, ils ont 6% de déficit, ils travaillent pas 35 heures dans la semaine, ils travaillent jusqu'à 67 ans et ils ont une industrie locale. On peut pas, et ils financent leur déficit par leur puissance internationale. Donc on ne va pas s'abriter derrière le déficit français au prétexte que les Américains en aient. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sur la puissance dollar. Je voudrais juste, parce que je pense qu'on vous doit une réponse claire à la question que vous avez posée. Les Américains avaient une puissance dollar qui était liée au fait que c'était la monnaie mondiale et donc la référence pour tout le monde. Ils ont fait payer leur déficit par la puissance de leur dollar. Ils sont arrivés au bout du chemin, et c'est d'ailleurs bien ce que Trump a compris avec ses droits de douane pour essayer de limiter les dégâts de leur déficit et de leur dette qui, entre vous et moi et la table, appartenaient aux Chinois. Donc ils ont fait avec Trump un truc qu'il faut regarder. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, c'est qu'ils ont ouvert les cryptos et ils ont ouvert sur le Bitcoin et les crypto-monnaies de manière à ajuster leur dollar, à ouvrir une autre monnaie, en fait, qui soit à travers leur crypto-monnaie pour compenser la faiblesse de leur dollar. Donc on va pas s'y mettre maintenant, mais il y a parce qu'on vous doit cette réponse-là, il y a une bascule qui est en train de se faire sur la puissance dollar qui a été probablement trop loin, et que l'administration américaine a bien compris qu'ils sont en train de compenser en ouvrant et en déréglementant l'accès à la aux crypto-monnaies de manière à pouvoir créer des liquidités de manière différente. Merci beaucoup. Merci Taïma Saman, merci à Christophe Rameau, à Benoît Chervalier et à Cambizer. Vous avez vu, quand on parle d'économie, tout de suite, ça peut devenir électrique. Hein, voilà, ça montre quand même qu'il y a un véritable sujet. J'espère que vous avez été nourris par toutes ces réflexions, parce qu'on a appris énormément de choses en 1h15. Merci à tous. Et évidemment, la suite de ce beau programme de la Cité des Débats